Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Nous nous demanderons ensemble donc dans un instant comment relancer le crédit immobilier alors que la profession mais aussi les chiffres publiés par l'Observatoire Crédit Logement montrent un recul en volume donc du nombre de crédits immobiliers accordés en 2022 mais aussi début 2023. Nous ferons le point dans un instant avec Cécile Roclor, directrice des études d'Empruntis. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la gestion de votre épargne mais plus particulièrement à l'apport des nouvelles technologies dans la gestion financière. Nous en parlerons avec Mounir Lagoun, le CEO de Finery, mais aussi avec Dylan Buffington, directeur chez The Salmon Consulting. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Comment relancer le crédit immobilier? C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui en plateau avec Cécile Roclor. Bonjour Cécile Roclor. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice des études d'Empruntis. On a souvent évoqué ensemble le sujet du taux d'usure sur ce plateau qui bloquait un certain nombre de crédits immobiliers. Ça n'est pas le seul sujet que nous allons évoquer aujourd'hui pour tenter d'expliquer ce recul en volume du nombre de crédits immobiliers accordés en 2022, voire même début 2023. Alors les chiffres de l'Observatoire Crédit Logement le montre et la profession le constate au quotidien. Difficile de passer à côté depuis quelques mois. Alors au départ, ça s'est moins vu, ou en tout cas certains acteurs ne le voyaient pas. Nous les courtiers, on est en avance de phase sur l'analyse des marchés puisque les emprunteurs viennent nous voir dès les calculs de capacité d'emprunt. Donc on voit tout de suite quand ça va commencer à se gripper. On alertait déjà depuis le mois d'avril. Ça a commencé à se voir réellement au mois de juillet. Gros blocage, c'est octobre. Et clairement, ce début d'année, il est sous le même signe que les 8 mois qui ont précédé, avec un accès beaucoup moins facile au crédit, clairement, depuis quelques mois maintenant. Pourtant, il y a eu un certain nombre de débats sur le taux d'usure, la méthode de calcul du taux d'usure. Les courtiers et la profession ont obtenu gain de cause. On est passé sur une méthode de calcul en mensuel et non plus en trimestriel. Donc ça a donné un petit peu de souffle finalement à ces crédits immobiliers. Ah oui, alors c'est vraiment, enfin, on ne va pas bouder notre plaisir, hein, on l'attendait tous. C'est pas non plus la grande révolution puisque au lieu de calculer le taux d'usure tous les trimestres, on le calcule tous les mois, toujours sur un trimestre dans le rétroviseur. Donc on a toujours un décalage dans le temps. Sur la moyenne utilisée ou sur la moyenne constatée? Sur la moyenne, effectivement, des taux pratiqués par les banques le trimestre précédent. Donc, effectivement, le calculer tous les mois, ça évite d'avoir un trou d'air pendant 3 mois. On a un trou d'air pendant quelques semaines, 2-3 en fonction des remontées des barèmes des banques, puisque ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un nouveau taux d'usure en début de mois, les banques, elles aussi, éditent leur nouveau barème. En général, elles vont plutôt aller chercher l'équivalent de la hausse du taux d'usure parce qu'elles sont très en retard sur le coût du crédit depuis plusieurs mois. Mais effectivement, chaque début de mois, on a une petite semaine où on peut passer des dossiers qui étaient en souffrance. Donc ça s'améliore, mais ce n'est pas encore le paradis. Donc c'est une course sans fin un peu ce que vous nous dites, c'est que dès qu'on augmente le taux d'usure, on a les nouveaux barèmes des banques qui arrivent et donc mécaniquement, on se retrouve dans la même situation que le mois précédent. Alors oui, jusqu'à ce qu'on retrouve un équilibre. En fait, aujourd'hui, les banques, elles cherchent à rattraper le retard les 6-7 premiers mois où on a eu le blocage du taux d'usure, où elles ne pouvaient pas remonter leur taux, alors même que le coût de l'argent pourrait le remonter de façon forte. Donc pour l'instant, on est dans la roue du taux d'usure pour arriver à rattraper ce retard. Quand on va l'avoir comblé et qu'on va être revenu à une situation normale, on n'aura plus besoin de cet écart. C'est d'ailleurs pour ça que l'évolution du taux d'usure, elle est censée s'arrêter au mois de juillet. D'accord. Est-ce que ça sera suffisant? Ça risque d'être un peu court, parce qu'aujourd'hui, le coût de l'argent qu'on regarde quand on est une banque, c'est l'OAT 10 ans, les obligations assimilables du Trésor. Bien sûr, et aujourd'hui, on est à 3%. Quand vous prêtez en moyenne à 3% sur 20 ans, voire à peine plus sur 25 ans, ça veut dire que vous ne faites pas d'argent. D'accord. Donc mécaniquement, on devrait arriver à des taux de crédit moyens autour de 4%, c'est ça? Oui, c'est la perspective. Oui. Exactement, Nicolas. On est sur un écart en général. Les banques parlent de 100 points de base entre le coût de l'argent et les taux de crédit. Si mon argent me coûte 3, il va falloir que j'aille chercher un 4% en taux facial pour le crédit immobilier. Donc oui, probablement du 4% à partir de l'été. Bon, le taux d'usure donc sera recalculé pour le mois de mai. En l'occurrence, pour ce qui est du mois d'avril, il est à 4,24. Alors pour les crédits 20 ans et plus, oui, bien sûr. On regarde le plus. Avec une moyenne constatée sur les 3 derniers mois de 3,18. Est-ce qu'on doit s'attendre à une nouvelle hausse importante du taux d'usure pour le mois de mai, Cécile Roclor? Alors c'est toujours un peu boule de cristal, c'est comme l'évolution des taux, hein, mais on va se risquer pour 20 points de base environ, comme les mois précédents. C'est ce qu'on constate depuis le mois de janvier. C'est ce qu'on constate aussi dans les évolutions de taux. Alors chaque mois, c'est variable en fonction des banques et de leur stratégie.
stratégie et de leurs besoins de liquidité. Sur le dernier mois, on a constaté plutôt des hausses autour de 20 points de base, quasiment comme le taux d'usure. On a quand même des établissements qui sont allés chercher du 30, du 50 points de base en augmentation, parce que ces établissements-là ont besoin de plus aller emprunter sur les marchés et donc sont plus soumis à cette pression financière. Mais oui, il y a fort à parier qu'on ait 20 points de base supplémentaires et qu'on aille chercher un 3,40 ou un 3,44 pour le prochain mois. Sachant qu'il y a peut-être aussi un petit peu de stratégie commerciale de la part des banques, on peut le voir aujourd'hui dans la manière dont les taux sont calculés chez certaines banques ou pas forcément, ou on le verra plutôt en fin d'année? Non, ça se voit au moins le mois, puisque en fait, effectivement, le prix du crédit, c'est l'aspect visible de la stratégie commerciale. Alors, c'est pas le seul. Je peux avoir une stratégie commerciale en tant qu'établissement orienté sur certains profils, un niveau de risque. Mais clairement, si je facture très cher le crédit, c'est que j'ai envie de moins gagner de clients, ou en tout cas que j'estime que ça me coûte trop cher de gagner des clients. Si je suis par contre sur la rétention de mes prix, c'est que j'ai envie d'être offensif et de prendre des parts de marché, ou en tout cas que j'ai les liquidités pour le faire. Bon, alors il y a un autre point bloquant en matière de crédit immobilier qui est en tout cas identifié comme bloquant pour la profession, c'est les normes HCSF. Alors ces normes HCSF, elles sont pour le coup assez récentes, elles sont contraignantes depuis à peine un an. Et effectivement, avec la hausse des taux, on entend de plus en plus qu'elles bloque un certain nombre donc, de crédits, puisque je rappelle que les deux grandes mesures phares, c'est notamment le fait de ne pas pouvoir octroyer des crédits après 25 ans, donc c'est un maximum de 25 ans, et c'est un maximum d'endettement de 33-35%, sauf cas exceptionnel. Est-ce que ça aussi, ça pourrait être remis en cause, sachant que Bercy s'est montré plutôt ouvert à l'idée d'y réfléchir, en tout cas, disons-le comme ça, et qu'il y a des travaux en cours à l'heure actuelle, donc avec évidemment le Haut Conseil pour la stabilité financière, mais en plus de cela, la Banque de France. Alors, les normes du HCSF, qui sont effectivement, vous l'avez rappelé, devenues des exigences depuis le 1er janvier 2022, elles ont toujours eu un impact sur l'emprunt. Parce qu'en fait, quand vous bordez 35% de taux d'endettement assurance de prêt inclus, ça veut dire que quand vous avez des ménages qui ont un problème de santé, qui ont passé 40 ans, l'assurance de prêt pèse plus et elle vient rogner leur capacité d'emprunt. Les 25 ans plus 2 ans si vous faites du neuf, oui, dans l'absolu, pourquoi pas, mais en fait, on a une durée de vie qui s'allonge. Les crédits ne sont pas conservés 10 ans, donc pourquoi pas allonger la durée pour maîtriser le budget? On est dans une période d'inflation. Maîtriser son budget, c'est essentiel. Puis vous évoquiez l'enveloppe dérogatoire. Les banques peuvent, pour 20% de leur production trimestrielle, sortir de ces règles, bien sûr, sous réserve d'avoir un quota plus important pour la résidence principale et pour les primo-accédants par rapport à tous les autres. Donc ces règles, elles sont pas contraires au marché dans une période où le crédit, elle est très bien. Des règles d'ailleurs qui ont été dictées dans l'objectif de protéger l'épargnant et d'éviter de se retrouver dans une situation de surendettement vis-à-vis d'un certain nombre d'épargnants. Tout à fait, mais ça serait se dire que les banques, en fait, elles ne maîtrisent pas ça. Et en France, on se plaint parfois de la trop grande frilosité ou fragilité des banques sur ces sujets-là, à dire, en fait, on ne fait pas évoluer notre politique de risque. Pour le coup, c'était un vrai atout. Elles maîtrisent le risque. Aujourd'hui, c'est plus bloquant parce que plus votre taux de crédit augmente, plus votre capacité d'emprunt elle est rognée par les intérêts, bien sûr, mécaniquement. Donc, quand vous mettez une borne qui est 35% assurance de prêt incluse, si vous n'avez pas de chance, c'est que vous avez eu un pépin de santé et que l'assurance emprunteur coûte plus cher, mais qu'en plus, vous avez besoin d'emprunter avec un taux un peu plus élevé, voire le double ou le triple de l'année dernière, bien sûr, forcément, votre capacité d'emprunt, elle fond comme neige au soleil. Et en face, vous n'avez pas des prix qui baissent dans les mêmes proportions. Donc oui, c'est contraignant. Et puis, il y a une mécanique qui est un peu étrange. C'est quand on dit aux emprunteurs, choisissez votre assurance emprunteur, faites comme bon vous semble, vous êtes libre à tout moment d'en changer. Bien sûr. Pourquoi figer l'assurance emprunteur dans l'accès au financement et donc dans le taux d'endettement? C'est quand même un peu ambigu comme posture. Donc oui, aujourd'hui, ça bloque des emprunteurs et ça en bloque de différents aspects. Les investisseurs locatifs sont en difficulté avec le taux d'endettement parce que c'est vos loyers qui vont venir payer une partie de votre crédit. Donc pourquoi borner un 35% de taux d'endettement? Les ménages les plus modestes qui ont besoin d'emprunter sur des durées plus longues et donc qui ont un coût de crédit plus important, et ceux qui ont des problèmes de santé. En fait, aujourd'hui, on est en train de graver dans le marbre, on a gravé dans le marbre des règles qui s'appliquaient à un marché qui allait très bien. Le marché n'est plus le même aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait voir ces normes HCSF évoluer ou c'est un vœu pieux à l'heure actuelle? Si on s'était vu il y a quelques mois, on se serait dit le taux d'usure n'évoluera jamais vu la situation dans laquelle on est. C'est vrai, et finalement, et d'ailleurs on s'y attendait pas beaucoup au début, finalement ça plus, en fait. On n'y croyait plus. Non, il y a aujourd'hui des raisons de penser que ça peut évoluer. D'abord parce que les banques elles-mêmes trouvent qu'aujourd'hui tout est trop contraignant et elles ont envie de continuer à soutenir l'immobilier parce qu'en fait c'est leur façon de gagner des clients aujourd'hui et puis que ça contribue à répondre aux attentes de leurs clients. Donc les banques sont volontaires, elles-mêmes trouvent que
le carcan est un carcan de trop dans une situation déjà tendue. Et puis, il faut faire confiance aux établissements financiers qui prêtent. Les politiques de risque, c'est leur acabit et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis, encore une fois, les prix étant ce qu'ils sont et les taux étant ce qu'ils sont, les ménages les plus fragiles ont déjà naturellement moins accès au crédit, malheureusement. Et donc, ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est qu'une des solutions, ce serait de sortir l'assurance emprunteur du calcul donc des 35%, puisque mécaniquement, on a le droit aujourd'hui de changer d'assurance emprunteur à tout moment. Donc, on va calculer à un instant T un ratio d'endettement qui pourra évoluer un mois après parce qu'on aura trouvé une assurance emprunteur moins chère. Le lendemain, Nicolas, en fait, parce que aujourd'hui, vous avez la possibilité avec la loi Lemoine qui a été mise en application depuis le mois de septembre 2022 de changer d'assurance à tout moment. Et en fait, on est ambigu sur la posture parce que si on dit aux emprunteurs, en fait, l'assurance de prêt n'est pas un problème, vous pouvez en changer quand vous voulez, vous pouvez choisir vos règles du jeu à chaque instant, mais par contre, quand je vais vous octroyer un crédit, je vais prendre en considération un moment et c'est ça qui va faire que ça passe ou ça passe pas. Et c'est un peu illogique, tout comme de toute façon l'intégration dans le TAEG qui pose problème avec le taux d'usure. Pour nous, c'est deux évolutions qui sont importantes. Et puis l'enveloppe, aujourd'hui les banques sont nombreuses à dire que c'est difficile de piloter une enveloppe à la taille d'un réseau avec des quotas en étant sûr de ne jamais dépasser le quota. Est-ce qu'on est sur une enveloppe de 20% à l'échelle du réseau, c'est ça ? Exactement, 20% de la production nouvelle trimestrielle. Donc on est sur un compteur qui se remet à zéro tous les trimestres. Et effectivement sur l'ensemble de vos agences, donc quand vous êtes un grand réseau, piloter ce genre de dispositif, c'est toujours compliqué. Donc, les banquiers ont tendance à serrer un peu et à ne pas utiliser la totalité de l'enveloppe parce qu'en fait, en cas de contrôle, les sanctions pourraient tomber. Ah bon, c'est un sujet qu'on va suivre de près dans Smart Patrimoine. Est-ce qu'il y a un calendrier à suivre, Cécile Roclor, justement pour comprendre si le ministère de l'Économie et des Finances ou la Banque de France se montrent ouverts ou non sur une évolution de ces normes HCSF ? On va regarder avec attention la période avant l'été. Il est peu probable que si la situation se règle pour la rentrée de septembre, il ne se passera plus rien sur ces normes-là. Par contre, on a des dates de rendez-vous pour le HCSF au mois de juin. Donc, on a encore 2 mois devant nous. Et puis, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise au mois de mai. Entre deux ponts, d'avoir une nouvelle du HCSF, ça serait une excellente nouvelle pour les emprunteurs pour enfin avoir un printemps de l'immobilier. On ne l'a pas eu cette année et il va bientôt se terminer. Merci beaucoup, Cécile Roclor, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice des études d'empruntisme. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis et à tout de suite sur Bismart. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quel est l'apport des nouvelles technologies dans la gestion financière des épargnants. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Dylan Buffington. Tout d'abord, bonjour Dylan Buffington. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur notamment en charge des sujets financiers chez The Salmon Consulting. Vous allez pouvoir nous expliquer les tendances que vous constatez, que ce soit aujourd'hui ou voire même peut-être faire un petit peu de prospective. J'espère qu'on parlera d'intelligence artificielle. On en parle partout, pourquoi pas en gestion financière. Nous avons le plaisir d'accueillir également Mounir Lagoun. Bonjour Mounir Lagoun. Vous êtes CEO de Finery. Alors Finery, c'est une fintech qui ne propose pas encore de solution d'épargne, mais qui propose d'agréger finalement et de suivre tous ces comptes d'épargne ou d'investissement sur une même application. Ça existe depuis 2021. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi un concept comme celui-là, est-ce que ça correspondait à une demande ou un usage des épargnants ? Alors ça correspondait à un besoin personnel déjà. Finery, à l'origine, c'est pour remplacer le fichier Excel qu'on a tous quelque part et qu'on met à jour de temps en temps. À la main. À la main, évidemment. Ouais. L'idée, c'était d'automatiser tout ça. Une fois qu'on a la vue globale sur son patrimoine en pouvant connecter tous ses comptes bancaires, d'investissement, crypto, eh ben, on peut ajouter de l'intelligence et donc faire de l'analyse. Et donc c'est ça que fait Finery, c'est suivi de patrimoine et analyse pour que les investisseurs, les Français, en fait, puissent mieux gérer leur argent. Donc l'idée, c'est de dire, à un instant T, vous savez où en est exactement votre patrimoine et vous n'avez plus besoin d'aller sur vos 50 comptes et suivre à droite, à gauche, globalement, où est-ce que vous en êtes, c'est ça ? Alors là, si vous avez Finery, vous l'installez, vous avez votre patrimoine à l'euro près, votre patrimoine brut, votre patrimoine net, parce qu'on va aussi suivre les emprunts. Vous voyez la performance de tous vos placements. Il y a LVMH qui a fait un record, un prix record en bourse la semaine dernière. Si vous avez du LVMH, vous pouvez regarder sur Finery votre performance, voir les dividendes que paye LVMH, voir quelle est votre exposition au secteur du luxe. Vous avez énormément d'informations, non seulement le prix, mais aussi toutes les informations autour. Et ça, c'est automatique, donc c'est vraiment très pratique. Donc l'idée, en fait, c'est de tout concentrer au sein d'une même application. Dylan Buffington, alors effectivement, vous constatez, vous, dans les échanges ou dans les recherches que vous pouvez mener sur les sujets, qu'il y a finalement,
On a envie d'avoir beaucoup de services financiers, les nouvelles technologies apportent beaucoup de manières différentes d'investir, mais que globalement, on est quand même content aussi de pouvoir centraliser ces informations-là. Ouais, complètement. Alors moi, je suis ravi que la discussion soit partie sur les usages, parce que c'est rare, souvent on arrive directement sur la tech, et c'est vrai que quand on voit comment une tech va pouvoir être utilisée ou pas, c'est avant tout est-ce qu'elle répond à un usage précis. Moi, il y a une phrase que j'adore, qui est la technologie propose, la société dispose. Et c'est vrai que des réponses comme Finari sont exactement dans ce sens-là. Ça fait, si on fait très simplement, 10 ans, 15 ans, qu'on voit une verticalisation des services financiers, où on a quasiment une solution qui répond à un problème particulier. On arrive avec en moyenne 40 apps, je crois, financières sur son smartphone, alors que 90% de son temps, on va en ouvrir 5, 10 maximum. Oui, c'est ça, parce que chaque innovation va répondre à un problème spécifique, innover dans un problème, enfin, sur un sujet spécifique, mais derrière, ça crée une myriade d'applications, c'est ça? Voilà, et ça, c'est l'objet. On arrive à un moment de saturation sur ça, et des solutions comme Finari ou d'autres sont en train de revenir. Alors, on n'a pas de boule de cristal. Est-ce que ce sera un modèle à la super app, un peu comme il existe en Chine, où on va avoir une application macro-financière qui réintègre tous les autres, ou est-ce qu'il va avoir une espèce de finance invisible qui s'intègre un peu dans tous les parcours? En tout cas, on arrive à un moment un peu de jonction, un moment clé, où l'utilisateur peut plus ouvrir et peut plus avoir autant de services différents. Quand vous dites super app, c'est l'objet de Finari, justement. Finari est une super app? Alors Finari est une app de Suite Patrimoine. D'accord. La super app, pour moi, c'est une app qui veut tout faire. Quand on fait tout, quelque part, c'est qu'on fait aussi rien. Nous, on veut très bien faire le Suite Patrimoine. On veut être le meilleur au monde là-dessus. Le meilleur au monde made in France. C'est très D'accord, ouais. Précisons-le. Ouais, Précisons-le. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on suit tout son patrimoine, on veut faire 2 choses en plus. Donner du conseil et vraiment accompagner les Français pour qu'ils épargnent mieux. Donc en analysant leur patrimoine, en leur donnant des tendances, en partageant aussi, en mettant en commun tout le savoir de la communauté Finari, parce qu'aujourd'hui 200 000 utilisateurs, ça fait 200 000 profils à analyser. Bien sûr, ouais. Donc ça c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, c'est une fois qu'on suit son patrimoine, une fois qu'on l'a analysé, il est temps d'investir. Et donc on veut donner accès à des nouveaux produits. On a parlé crypto, ça va être le premier produit qu'on va lancer, mais il y a d'autres choses qui arrivent. Et l'idée, c'est d'avoir une app qui permet de faire ces 3 choses à la fois. Je pense que si on fait ça, c'est déjà pas mal. Donc, Dylan, premier usage, effectivement, peut-être centraliser un petit peu le suivi, tout simplement, de son épargne. Est-ce que vous constatez d'autres tendances sur le marché en lien avec les nouvelles technologies? Alors, effectivement, là, on commence par la technologie, peut-être, et puis après, on verra si vous le constatez concrètement chez Finari. Il y a 2 choses qu'on observe aujourd'hui. Je pense que le premier, c'est ce qu'on peut dire, c'est que la tech, elle a brouillé les frontières de ce qu'est la finance et ce qui n'est pas finance. Un acteur financier, on voit des GAFA, les Google, Amazon, etc., arriver sur la finance. Et donc la question va être, c'est quoi en fait les frontières demain? Donc ça, c'est un premier sujet. Là, il y a quelques jours, Apple lance un compte rémunéré, donc ça va être des sujets essentiels de gestion demain. Oui, parce qu'on a commencé par payer avec son téléphone, et en fait, ça ne s'est pas arrêté là, et ça ne s'arrêtera pas là. Ça reste un nouveau marché pour ces acteurs-là. Voilà, ils voient le paiement comme vraiment juste le point d'entrée. Ils ont la relation avec le client. C'est un élément clé que peut-être sont en train de perdre les acteurs traditionnels, et donc qui va l'avoir demain et qui va pouvoir capitaliser dessus. Et l'autre point qui est extrêmement intéressant et dont on discute beaucoup avec nos clients, c'est que pendant longtemps, la tech, elle a servi à jouer sur un duel baisse des coûts, augmentation de la performance. Et en fait, aujourd'hui, on utilise la tech sur beaucoup d'autres sujets, sur des sujets de transparence. On arrive petit à petit à traquer où va mon argent, et c'est super utile sur des sujets de finance verte. Est-ce que ça va bien au bon endroit? Et ça n'a rien à voir avec la performance dans la définition traditionnelle. Bien sûr, dans la performance financière, en tout cas, on est sur de l'extra-financier. Donc c'est de l'extra-financier, les sujets de démocratisation. Demain, comment j'investis dans de l'art de manière compartimentée, ou comment j'achète de l'art. Donc c'est tous ces sujets qui ne sont pas directement liés au coût et à la performance, qui sont en train de se développer et qui donnent vraiment un nouvel élan à tous ces sujets financiers. Mounir Lagoun, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qu'on traite souvent sur Smart Patrimoine, cette notion de performance, d'investir en lien avec ses valeurs. Donc ça peut être le climat, c'est ce qui est le plus mis en avant, mais il y a d'autres valeurs également prônées par un certain nombre d'épargnants, et surtout d'être sûr que c'est investi au bon endroit. C'est un sujet que vous devez adresser chez Finari. Et si c'est une demande des épargnants? Alors nous, ce qu'on voit et ce qu'on propose à nos utilisateurs, c'est de leur donner de la visibilité sur les secteurs dans lesquels va leur argent. D'accord. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui les intéresse. Est-ce qu'on finance les armes? Est-ce qu'on va financer l'économie de demain, à savoir une économie décarbonée? Donc, c'est un sujet qui les intéresse. Par contre, je voudrais quand même nuancer. La finance verte, c'est un sujet qui est très à la mode en ce moment. La réalité, c'est que la plupart des Français veulent déjà investir leur patrimoine pour battre l'inflation. Ouais. Et s'ils font déjà ça, ils sont contents. Donc ensuite, par ailleurs, s'ils veulent aller faire de la finance verte, pourquoi pas? Évidemment, c'est génial. Mais ce qu'on voit avant tout, c'est que les gens veulent investir pour financer leurs propres projets. Mais il se trouve que souvent, investir dans les bons projets, c'est investir dans des projets qui sont décarbonés de toute façon.
Donc ça se retrouve à cet endroit-là. Donc dans le comportement des épargnants sur Finery, finalement, ce que vous voyez, c'est que c'est important, mais ça passe après l'idée de performance financière, ne serait-ce que pour maintenir un niveau de vie ou en tout cas combattre l'inflation. Le plus important, c'est atteindre ses objectifs financiers. C'est vraiment ça leur priorité. Ensuite, vient la question de à quoi sert mon argent en fait, où est-ce qu'il va, est-ce qu'il va dans les caisses de sociétés qui ne le méritent pas, mais c'est une préoccupation qui vient après. Autre sujet évoqué par Dylan qui est effectivement intéressant quand on est plus côté entrepreneurial pour le coup, quand on voit des GAFAM aller sur, même si d'ailleurs je ne sais même plus si on dit GAFAM aujourd'hui puisqu'il y a un certain nombre de changements de nom, mais quand on voit des grandes entreprises américaines aller sur ces sujets-là, quand on voit des banques qui voudraient peut-être récupérer, ou en tout cas des groupes financiers récupérer l'intégralité de la relation client, est-ce qu'il y a toujours une place justement pour des applications qui vont agréger énormément d'entreprises ou d'applications différentes, ou au contraire, est-ce que ça va se recentrer vers certains acteurs ? Alors moi, je crois beaucoup aux acteurs spécialisés. Moi, je veux être le meilleur dans ce que je fais, je ne veux pas tout faire en même temps. Et donc aujourd'hui, il y a quand même une défiance vis-à-vis des GAFA. Moi, je n'ai pas envie que Google dirige ma vie. Donc, je n'ai pas envie d'ouvrir un compte chez Google. Est-ce que j'utilise Google pour faire de la recherche ? Bien sûr, parce que c'est le meilleur produit. Maintenant, les utilisateurs sont quand même très, très frileux à l'idée qu'un acteur aussi gros, qui sait autant de choses sur nous déjà, puisse aussi avoir la vue sur leur patrimoine. Donc, ils se tournent vers un acteur qui est spécialisé là-dessus. D'où l'importance de montrer patte blanche en termes de sécurité. Nous, on ne fait aucune pub, on ne vend pas les données, il n'y a pas de tracking autre que pour améliorer notre produit. Et ça, c'est la clé en fait. Parce que concrètement, Google, vous l'utilisez gratuitement, mais évidemment, ils vendent vos données, ils vendent tout ce que vous faites. Chaque comportement est vendu à des publicitaires. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien pour ce modèle, mais qui ne marche pas du tout pour la donnée financière. Où on est un petit peu plus frileux, effectivement, quand on parle de gestion de patrimoine. Quand on parle de son argent, effectivement, on a envie d'avoir accès à un banquier un peu plus classique, quoi. On a envie de savoir ce qui va se passer en face. Donc moi, je vois l'innovation d'Apple comme quelque chose de génial, en fait, mais ça ne m'inquiète pas du tout. Les premiers inquiets, à mon avis, c'est plutôt les banques qui, elles, sont en train de perdre la bataille si elles n'innovent pas. Aujourd'hui, Apple, c'est un téléphone qui coûte 2 000 € quand même. Les gens payent pour ça. Si, en plus, moi, je peux épargner avec ce téléphone, pourquoi j'irais m'en priver ? Par contre, est-ce que ce téléphone va devenir le centre de ma vie financière ? Je ne crois pas. En tout cas, c'est pas ce qu'on voit chez Finery. Il ne faut pas oublier que ça, c'est le financier, mais il y a tout l'extra-financier, en fait. Bien sûr. On a de l'immobilier, les Français sont férus de pierre. Ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, a priori, n'est pas encore dans le giron des GAFA. C'est quelque chose que nous, on suit sur Finery. On va parler d'intelligence artificielle dans un instant. Juste avant, Dylan Buffington, alors effectivement, avec l'arrivée des GAFA ou d'autres entreprises sur le sujet, enfin en tout cas d'entreprises très matures d'un point de vue technologique sur le sujet de la gestion financière, vous nous avez parlé tout à l'heure peut-être d'invisibilité finalement de cette finance ou d'une finance qui rentrerait dans le quotidien. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir émerger demain, c'est-à-dire qu'on épargnerait sans même s'en rendre compte ? C'est un des éléments, en fait, si on prend aujourd'hui dans l'investissement, il y a ce qu'on appelle le goal-based investing, où en fait on arrête de parler de PEA, PER, etc., mais on se dit quel objectif, qu'est-ce que je veux dans la vraie vie, presque, dans l'extra-bancaire. Et les acteurs financiers sont en train de se poser la question, parce qu'il y a cet enjeu de valeur perçue, de revaloriser la place du conseil et du conseiller, de quitter ce jargon qui n'intéresse pas grand monde à part les vraiment aficionados, et par contre de parler de projet de vie, et donc d'invisibiliser complètement la finance. Je prends un exemple hyper trivial, mais qui dit que demain, je vais faire mes courses, l'arrondi que je choisis de faire un arrondi, et il est envoyé direct sur mon PEA, pour petit à petit permettre de financer la voiture électrique que je veux m'acheter. Donc ça veut dire que j'irai plus voir mon conseiller ou ma conseillère pour dire je veux ouvrir un PER, mais j'irai le ou la voir pour dire je veux 3 000 € de revenus à la retraite, dans quoi je dois investir. Enfin, ou en tout débrouillez-vous pour faire les investissements qui vont m'apporter ça, c'est ça ? Voilà, exactement. Et alors, selon l'acteur financier, il peut aussi proposer une location de voiture en attendant, des éléments un peu en plus pour préparer toute cette épargne et cette solution qui est un problème de vie. Et en fait, c'est ça, personne n'a envie vraiment de parler de finance. Les gens veulent que ça résolve un problème concret dans leur vie. C'est un sujet chez Finery, parce que derrière ça, on peut mettre de la gamification. En fait, maquiller finalement des instruments financiers complexes pour les rendre plus ludiques, plus sympathiques, c'est un sujet du coup quand on développe une application comme Finery ? Alors la gamification, c'est un sujet. Maintenant, ce que Dylan a dit est très vrai. Ce qui est important, c'est les objectifs de nos utilisateurs. Nous, il y a 2 objectifs. Le premier, c'est l'indépendance financière. C'est un sujet qui est très à la mode. Ça ne veut pas dire arrêter de travailler, mais ça veut plutôt dire travailler quand on en a envie. Le deuxième, c'est simplement augmenter son patrimoine. Et la réalité, c'est que peu importe dans quoi on investit derrière, ce qui compte, c'est que les investissements soient en ligne avec les objectifs. Et donc c'est sur ça qu'on travaille. Et avec le profil de risque quand même, précisons-le pour ceux qui nous écoutent. Et avec le profil de risque, toujours. Mais c'est un triptyque de toute façon. Donc tout ça va ensemble. Maintenant que ça soit... et je pense que c'est un des problèmes en France. En France, on est quand même le champion d'Europe du taux d'épargne. On a un taux d'épargne de 14%,
mais on est aussi le champion pour investir dans des livrets A. On a 80% des Français qui ont un livret A, il y en a 15% qui ont un compte d'épargne type PEA. Donc c'est le livret A, pour rappeler, c'est 3% par an, Ouais, bien mais sûr. l'inflation est à 6%. Donc c'est 3%, c'est moins 3% la performance réelle. Donc ça, on Et- l'oublie quand même, mais c'est dommage. Donc en tout cas, le potentiel est là. Maintenant, il y a quand même un sujet d'éducation. Et ça, en fait, il faut le démontrer. Il faut démontrer par A plus B que 3%, quand on a une inflation à 6%, ça ne suffit pas. Ce qui fonctionne, c'est les actions. Les actions, c'est pas du casino. On peut les faire avec des ETF. Alors, je suis désolé, j'utilise plein de termes techniques. Mais on peut investir de façon raisonnable, sans spéculer, battre l'inflation et atteindre ses objectifs. Sur le sujet éducation financière, il est souvent traité sur le plateau de Smart Patrimoine. Effectivement, Dylan Buffington, est-ce qu'on peut rester avec peu de connaissances financières et espérer que l'intelligence artificielle en aura pour nous ? Oui, alors le sujet de l'éducation financière, il est très large et je pense que plein de gens sont en train d'essayer de l'adresser. Toute la question, c'est qui est légitime pour le faire. Je suis un humain, qu'est-ce que j'apporte ? Je suis une IA, qu'est-ce que j'apporte ? Alors, moi, quand on entend tous ces éléments sur l'IA, ça fait doucement rire les gens qui font de la finance depuis longtemps parce que, en fait, ça fait longtemps que la finance utilise l'IA. Là, le vrai sujet qu'apporte l'IA générative, comme vous l'évoquez, c'est la relation avec le client. Est-ce qu'on met une IA face au client ? Et à quel endroit ? Est-ce que c'est en remplacement du conseiller ou est-ce que c'est à côté du conseiller ? Et c'est ça le vrai objectif. Alors, il y a plusieurs écueils auxquels il faut faire attention. Le premier, c'est qu'il ne faut pas avoir une logique juste de rentabilité, parce que sinon on détruit de la valeur. Et c'est ce qu'ont fait certains acteurs financiers en essayant de baisser les coûts. Comment on garde cette valeur ? Après, l'autre chose qui est importante aussi, c'est pas d'avoir une vision binaire très journalistique de il y aura partout, il y aura nulle part, mais de se dire probablement voir le parcours et se dire à quel endroit peut-être l'IA apporte plus de valeur qu'un humain. Et il y en a probablement dans le sujet d'instantanéité. Je crois que c'est 61% des moins de 30 ans aujourd'hui, ils veulent faire des activités financières en dehors des heures d'ouverture d'une banque. Et donc comment est-ce que l'IA peut aider sur ces sujets-là ? Et à l'inverse, où est-ce que les humains sont prêts à payer pour des humains, pour du vrai service, de la compréhension de leurs enjeux, la translation de leurs enjeux en objectifs précis. Et ça, c'est probablement pas une IA qui va faire ça le mieux. On va finir avec vous, Mounir Lagoun, même question. La place de l'IA finalement dans la gestion financière, j'imagine que c'est un sujet que vous avez dû au moins réfléchir dans le développement de Finery. Est-ce qu'on met de l'IA dans ces services ou au contraire, est-ce que c'est encore trop angoissant aujourd'hui pour les épargnants ? Alors nous, on travaille activement à une solution avec de l'IA. Et je vais vous donner quelque chose qui va vous intéresser. C'est que nous, on a interrogé nos utilisateurs. On leur a demandé, est-ce que vous voulez plutôt parler à un conseiller ou savoir qu'une machine vous donne une réponse ? Ils nous ont dit, on préfère que ce soit une machine. D'accord. Parce qu'on sait que c'est désintéressé. Et on sait que la machine a l'information parfaite à l'instant T. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et ça montre aussi la relation catastrophique. Donc il y a un manque de confiance dans le conseiller financier. Il y a un manque de confiance totale, parce qu'en fait, énormément de gens ont eu des conseillers financiers, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient plutôt en train de leur vendre quelque chose que de leur proposer une solution. Et ça revient au modèle de fonctionnement des conseillers. La plupart des conseillers sont malheureusement commissionnés sur les produits qu'ils vendent. À partir du moment où vous êtes commissionné, j'ai quand même du mal à croire que vous me donniez un conseil qui est complètement désintéressé. L'IA, c'est pour la première fois, en fait, ça va permettre de démocratiser un conseil sur mesure. C'est un conseil qui, auparavant, était accessible à des clients de la banque privée, des gens qui ont des millions d'euros. Donc je pense que c'est une avancée majeure. Les modèles sont surpuissants. On n'est qu'au début de la vague. Et ça va complètement changer notre relation avec nos conseillers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour l'humain, attention. Mais en tout cas, l'accès aux conseils de qualité va être démocratisé. Merci beaucoup Mounir Lagoun, CEO donc de Finery. Merci également Dylan Buffington, directeur donc sur les sujets financiers, notamment chez The Salmon Consulting. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite sur Bismart.